Donc bonjour à tous. Donc on va vous présenter un projet d'étude dans le service qui s'appelle Early Dry, et c'est l'étude de cohorte. Voilà. Tac. Je vous fais la blague ou on passe direct à celle-là? Bon, je vous la fais. Quand j'explique c'est quoi mon travail à mon fils et que j'étais ce jour-là en réanimation, il me dit t'as acheté des seaux sur les gens pour les réanimer parce qu'il a l'image des BD. Et je lui dis ouais, en quelque sorte c'est ce qu'on fait, parce qu'on n'arrête pas de les remplir avec des seaux et des seaux d'eau. Et je lui dis après, mais ce qu'on fait après, c'est on fait sécher les draps. Voilà. Pour les internes qui l'ont vu à 4 fois, c'est. Donc qu'est-ce que je veux dire? Donc les études qu'on avait menées dans le service, donc on s'est pas mal intéressé à comment on peut dépléter des gens. On avait commencé par une première étude, à l'époque c'était avec William où on avait monté l'étude, puis Martin nous avait rejoint et a participé à l'inclusion de pas mal de patients, puis à la rédaction de l'article qu'on est en train d'essayer de soumettre actuellement, qui s'appelait Lyophie adulte, où on essayait de prédire en fait la mauvaise tolérance à la déplétion avec un lever de jambe passif. Parce qu'à cette époque, il y avait pas mal de données dans la littérature qui disaient que finalement on pourrait peut-être prédire l'intolérance à la déplétion avec un lever de jambe passif. Donc on était parti sur cette idée, on avait pris des patients en CVVH et on leur avait fait perdre 500 ml d'eau en moins de 30 minutes et on avait essayé de prédire. Globalement ça marche pas trop, je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Puis dans le même temps on avait fait la même étude en fait chez l'enfant où à la place du lever de jambe passif on faisait de la compression abdominale calibrée, qui est un test de précharge dépendance, pour essayer de prédire l'intolérance à la déplétion. Et puis, fort de cette expérience, et en se disant que finalement les facteurs macrocirculatoires ça marche pas très bien, on s'était dit on va juste essayer de maintenir la perfusion tissulaire pendant la déplétion, et on avait monté une proposition d'étude randomisée qui s'appelait Early Dry, et qu'on avait soumis à un PHRC interrégional qui avait été accepté en lettre d'intention. Bon, après c'était assez sélectif, ils prenaient que 10% des dossiers initiaux, donc sur la première partie où on avait enlevé 50%, nous on était gardés, puis sur la dernière partie où ils en gardaient que 10%, on a été éliminés. Et donc dans le but de reproposer le même projet l'année prochaine, on essaye d'augmenter l'expérience du service sur le sujet, et puis montrer aussi la capacité à réaliser le protocole qu'on avait prévu dans cette étude randomisée. Et donc on va juste faire une étude de cohorte. Donc l'idée c'est de mettre en place un protocole de suivi des pertes pendant l'épuration extra-rénale, donc qui est guidé à la fois par des objectifs de déplétion et puis par la tolérance sur la perfusion tissulaire qui est très bien monitorée, on va dire, et de voir si on arrive à suivre le protocole, et puis après forcément on le comparera à notre cohorte historique des patients qu'on avait traités comme d'habitude. C'est juste un léger rappel, puis après on viendra rapidement au protocole. La surcharge hydrosodée, donc c'est très bien établi maintenant qu'il y a un lien fort entre la surcharge hydrosodée et la mortalité, la durée de ventilation mécanique, l'insuffisance rénale aiguë, dans plusieurs contextes, dans le sepsis, en chirurgie cardiaque, dans la RDS, en réanimation pédiatrique, en chirurgie digestive. Ça c'est juste une diapo pour vous montrer que, donc là c'est les patients qui survivent versus ceux qui survivent pas en termes de surcharge hydrosodée. Donc on voit que ceux qui ont une balance liquidienne positive, ils survivent moins que ceux qui ont une balance liquidienne plus négative. Et on voit que cette surcharge hydrosodée, on pourrait imaginer que c'est juste les flux de remplissage. C'est un patient plus grave, on le remplit plus et du coup il meurt plus, c'est normal. Et en fait, ce qu'on voit quand on voit les diversités de pratiques dans différentes réanimations, c'est que c'est surtout de la gestion des fluides, parce qu'il y en a qui vont mettre des nutritions parentérales à gros volume, ou qui vont mettre beaucoup de fluides, ou toujours un apport avec une hydratation en plus. Et c'est plus ça en gros qui va générer en fait de la surcharge hydrosodée plus que la gravité du patient. Et puis je vais passer vite, c'est là aussi que je vais passer. Donc après la question c'est quel marqueur on va essayer de viser pour dépléter, quels seraient les marqueurs de tolérance de la déplétion. Donc si on reprend, là j'ai repris rapidement quel marqueur avait été utilisé depuis quelques temps pour monitorer le remplissage vasculaire, qu'est-ce qu'on essaie d'optimiser. Donc au début c'était Shoemaker, lui il avait proposé d'optimiser la DO2 et la VO2, mais ça nécessitait un KT de Swan-Ganz et des calculs un peu complexes de DO2, VO2 pour tous les patients. Rivers il avait essayé de simplifier ce truc en montrant on va le faire avec la PVCS VO2 hématocrite, on va essayer de guider le remplissage là-dessus. Et puis entre-temps, il y avait Jones qui avait présenté un truc où on normalise le lactate. Aujourd'hui, la plupart des
la dernière conférence de consensus sur la prise en charge des insuffisances circulatoires aiguës, elle préconise de suivre le lactate. Donc la plupart des gens, en fait, pour gérer un patient d'insuffisance circulatoire aiguë, ils utilisent le lactate. Entre-temps, il y a eu aussi les études Process, Promise et RISE qui ont montré que, en fait, une stratégie basée sur PVCS, VO2 hématocrite, ça marchait pas, contrairement à ce que nous avait dit Rivers. Et puis plus récemment, donc une étude guidée sur le temps de recoloration cutanée, parce qu'il y a pas mal de choses qui montrent que quand on réanime quelqu'un, en fait, il va normaliser son TRC beaucoup plus vite que son lactate, et donc probablement quand on guide sur le lactate, parfois on est amené, parce qu'il y a une cléarance qui est un peu lente du lactate, à surréanimer les gens. Donc on va leur mettre, comme le lactate baisse pas assez, ça va nous pousser à faire, je sais pas, plus de dobutamine, plus de remplissage vasculaire, et peut-être ça va aboutir à une surréanimation. Donc pour la déplétion, qu'est-ce qui marche? En fait, il y a que 2 études randomisées qui ont été réalisées sur le sujet, et c'est 2 études en fait qui ont été faites pas dans le contexte de l'épuration extra-rénale. C'est des études, il y en a une, c'est dans un contexte de SDRA, c'est l'étude FACT, où en gros ils ont guidé par la PVC et la PAPO, avec comme objectif une PVC inférieure à 4 ou une PAPO inférieure à 8, avec des cathéters de Swan-Ganz, et ils arrivaient à montrer qu'ils diminuaient la durée de ventilation mécanique. Il y a une étude plus récente, en 2012, où ils guidaient par le BNP, où ils essayaient de diminuer les apports dans le groupe interventionnel, et puis ils essayaient d'avoir une cible avec un BNP inférieur à 200. C'est les 2 seules études donc aujourd'hui, si on veut dépléter des gens, normalement, il faudrait suivre ça, soit PVC PAPO, soit le BNP, ce qu'on fait finalement pas en pratique. Il y a plein d'autres marqueurs qui ont été développés, comme ça va du E sur E', à la pulsatilité portale, mais ça n'a pas été montré que c'était bénéfique de guider votre réanimation là-dessus dans une étude randomisée. Donc autre piste pour la déplétion, donc comme je vous dis, il y en a qui se sont dit c'est pas grave, on va faire un débit. On va comparer différentes stratégies de débit, mais le problème c'est que il y a des patients différents qui vont peut-être pas tolérer des débits très élevés. Il y en avait qui disaient on va guider sur le lever de jambe passif, d'autres sur la détection d'un œdème pulmonaire induit par le sevrage, avec l'équipe de Bicêtre qui a pas mal publié là-dessus. L'évaluation des PRVG, des PRVD, le LU-score. Et la tolérance, ça va être est-ce qu'il baisse son débit cardiaque, est-ce qu'il baisse sa pression artérielle, sa fréquence cardiaque, sa perfusion tissulaire. On pense quand même que les patients qui baissent leur pression artérielle, ils le font peut-être tardivement. Il y en a plein qui vont développer de l'hypoperfusion tissulaire bien avant d'avoir une hypotension artérielle. Et donc l'idée, ce serait d'avoir d'autres marqueurs pour le détecter aussi. Qu'est-ce que c'est, le score, c'est en fait tu fais une écho pleurale, tu comptes les lignes B, et donc tu fais en 4 points, tu fais la somme des lignes B, et puis si c'est supérieur à 13, c'est en faveur, par exemple, au décours d'une épreuve de sevrage, c'est en faveur d'un OAP de sevrage. Ça, je vous représentais juste les résultats de nos études. Donc, c'est pour vous dire que la compression abdominale calibrée pour prédire l'intolérance à la déplétion, ça marchait pas du tout. Et pareil, le lever de jambe passif pour prédire l'intolérance à la déplétion, c'est-à-dire une baisse du débit cardiaque pendant la déplétion, ça marchait pas du tout. Donc ça, c'était l'étude Early Dry qu'on voulait faire en étude randomisée. Donc avec 2 bras, un bras early, un bras delayed. Je vais pas y revenir parce que ça va nous embrouiller et que finalement, elle n'a pas été acceptée. Et donc je vais repartir sur l'étude de cohorte qu'on va initier dans le service. Donc c'est une étude sur données. Donc en fait, les études sur données, c'est un peu plus facile à mettre en œuvre sur le plan réglementaire. Parce que ça nécessite notamment pas l'accord du patient, puisque en fait l'idée c'est on va mettre un protocole de service qui va guider les pertes, qui est raisonnable et qui est basé, on va dire, sur les données de la littérature actuelle, et on va juste évaluer l'efficacité de ce protocole en faisant une étude avant-après. Donc ça vise bien à évaluer la mise en place d'un protocole de service, et donc l'idée c'est de mettre un protocole de gestion des pertes guidé sur des objectifs. Donc c'est de la Goal Directed Therapy. Donc le cas numéro 1, c'est si vous êtes dans le cas 1, vous allez dépléter selon l'algorithme que je vais vous montrer juste après. Donc le cas numéro 1, c'est vous avez une épuration extra-rénale continue en réanimation avec une balance hydrique cumulée supérieure à 5% et ou une prise de poids supérieure à 5% et de la noradrénaline qui est inférieure à 0,5 gamma kilo minute, avec une noradrénaline qui est stable, et il n'y a pas de signe d'hypoperfusion périphérique, et ça je vais vous remontrer aussi comment on l'a défini nous l'hypoperfusion périphérique. À ce moment-là, vous allez mettre des pertes selon le protocole que je vais vous montrer. Et puis si en fait vous n'avez pas ces critères, donc si vous avez 0,7 de noradré ou que vous n'avez pas prise de prise de poids, l'idée c'est plutôt de ne pas mettre de pertes. Le protocole c'est le suivant. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là on a remis les critères. C'est donc une noradré qui est inférieure à 0,5, une surcharge hydrosodée,
et absence d'hypoperfusion tissulaire depuis plus de 12 heures. L'idée, c'est on va mettre une UF net qui est à 2 ml kHz et on va essayer de restreindre au maximum les apports. On va surveiller la macrocirculation en continu comme on le fait habituellement en réanimation. Et ce qu'on ajoute, nous, dans le protocole là, qui est nouveau, qui n'est pas fait habituellement, c'est le mesure du TRC, des marbrures, du lactate et des SVO2 et de la SVO2 toutes les 6 heures. Et puis après, on va se retrouver dans 3 cas. Soit on arrive à l'euvolémie, donc c'est un retour au poids sec, plus une PVC inférieure à 5 et la disparition des œdèmes. À ce moment-là, on repasse à une UF net qui va être compris entre 0,5 et 1 ml/kHz pour essayer de maintenir un bilan nul. Donc on calcule à chaque fois les apports dans les prochaines 24 heures et on maintient un bilan nul en adaptant entre 0,5 et 1 ml/kHz. Soit on a une intolérance hémodynamique qui survient et là on arrête l'UF pendant au moins 6 heures. Et puis on repasse dans l'algorithme quand c'est restabilisé. Comment tu dis de manière objective qu'il y a une surcharge hydrosodée? Alors la surcharge hydrosodée, du coup on l'a définie, c'est l'absence de surcharge hydrosodée, on l'a défini comme un retour au poids sec, plus une PVC inférieure à 5, plus la disparition des œdèmes. Et du coup, parce que le problème, c'est qu'on a quand même assez régulièrement des patients qui arrivent en réa déjà en surcharge hydrosodée, donc ouais. on n'a pas de poids de référence. Ouais, alors du coup, tu auras les 2 autres critères. Et c'est vrai qu'il y en a plein aussi, ils perdent du poids pendant le séjour, donc c'est toujours difficile, mais en tout cas, ils seront au moins en dessous du poids de référence, mais il faut qu'ils soient au moins en dessous du poids de référence, quoi. Et puis donc on a prévu un autre cas pour les gens qui adorent dépléter à fond les ballons. C'est le cas où en fait le patient présente une surcharge symptomatique, donc ça peut se justifier d'aller au-delà des 2 ml/kHz, parce qu'en fait l'idée là on a pris 2 ml/kHz parce que dans la littérature il y a des données sur des cohortes qui montrent que quand on est au-delà de 1,75 ml/kHz sur la moyenne de l'épuration extra-rénale, sur la durée de l'épuration extra-rénale, il y a une surmortalité. Donc nous on se dit qu'en réglant à 2 ml/kHz sur des patients qui ont forcément ce sera pas pendant toute l'épuration extra-rénale qu'ils auront ce débit-là puisque ce sera adapté en fonction de la tolérance. Et puis il y a des interruptions de dialyse, un scanner, un truc. En visant 2 ml, on sera un peu en dessous de 1,75, mais on sera entre on va dire 1 et 1,75 au total sur le séjour. Mais par contre pour les patients qui ont de la surcharge symptomatique, ce sera peut-être pas suffisant. Et du coup l'idée c'est d'aller plus fort, donc on peut monter jusqu'à 3 ml/kHz s'ils ont un œdème aigu du poumon ou une insuffisance cardiaque droite avec une PVC supérieure à 15. Donc voilà, donc le rôle du médecin anesthésiste réanimateur, donc on aura un onglet de prescription du protocole, donc on pourra mettre comme post-op B16, il y aura un truc early dry. Et donc ça va générer les surveillances par 6 heures des gaz du sang lactate, des marbrures, du TRC, et après les infirmières, elles renseigneront ces données-là. Donc faut bien prescrire le protocole. Faut donc recalculer l'UF net. Donc l'UF net, c'est quand on dit une UF net à 2 ml/kHz, donc il faut faire 2 ml fois le poids du patient. En plus de sa balance liquidienne, donc entre ce que nous on lui apporte et ce qu'il perd. Donc si par exemple on fait juste pour simplifier, ah oui non excuse-moi on fait juste 2. C'est l'UF net. L'idée c'est de restreindre les apports, et quand on restreint les apports, l'objectif ça va être d'être à peu près à moins de 1 ml/kHz. Ça veut dire pour quelqu'un qui fait 70 kg, il faut lui apporter moins de 1,2 litre par jour entre la nutrition entérale etc. pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Et pour justement qu'on n'ait pas à recalculer tout le temps la différence entre apport et sortie, on se donne pour consigne de restreindre les apports et puis de mettre tout le monde à 2 ml/kHz. Ça veut dire que assez facilement, vous réglez la perte de poids, il fait 75 kg, vous mettez 150 ml de perte de poids, et puis comme ça on estime qu'on aura toujours un différentiel et une balance qui sera négative par 24 heures. Sur le poids réel. Sur quel poids? Eh ben, c'est une bonne question. Il y en a qui le font sur le poids corrigé ou sur le poids idéal. Je pense que peut-être l'idée c'est de le faire sur le poids estimé comme le poids d'entrée. Et à partir de là, on voit. Voilà. Et dis donc, 1,2 pour 110 kg, si on a une nutrition parentérale, ça peut être limite. Hein. C'est un vrai souci. Je pense que c'est la principale limite, parce que si on utilise de la nutrition entérale, on sera largement dans les clous avec de l'hypercalorie.
Mais avec de la parentérale, en effet, on sera peut-être un peu... Oui, juste. En même temps, le problème, c'est que déjà là, l'algorithme, il est relativement compliqué. Alors imaginez si on commence à refaire des flèches... Ouais, pour ça fait partie, en fait, dans le protocole Ouais, c'est initial, on avait comment fait... C'est-à-dire sur combien de temps? Bah, en fait, l'idée, c'est de le mettre en place dans le service pour voir... Ouais. Nous, on va faire une analyse à 6 mois. Mais c'est de le mettre en place de manière relativement pérenne pour avoir en fait une stratégie de correction systématique de l'inflation hydrosoluble. Mais oui, effectivement, ça fait partie. En fait, quand on avait présenté le protocole en étude randomisée, on avait eu des critiques comme quoi il était trop complexe, et c'est de ce fait qu'on a choisi en fait de faire des pertes fixes qui comprennent pas le bilan liquidien, parce que c'est vrai que ça complexifie la prescription de la dialyse, parce que tous les jours il faut faire le bilan liquidien. Mais c'est vrai que du coup ça a l'avantage d'être beaucoup plus simple, mais avec le risque que chez certains patients ce soit un peu limite. Donc ça nécessite que quand on soit dans le cas où en fait on essaie de faire perdre du poids aux patients, ce qui est assez logique, c'est de limiter au maximum les apports liquidiens. Parce que on voit de temps en temps encore des patients où on ne sait pas trop pourquoi il y a 1 litre ou 2 de liquide de maintenance, genre du G5 avec quelque chose, alors que ça ne sert pas à le nourrir, on ne sait pas trop pourquoi il est là. Ça, c'est typiquement des choses qu'il faut faire absolument sauter sur la période de déplétion, quoi. Et juste les critères Ouais, on va les voir là. Donc en gros, donc le rôle de l'infirmière, elle aura la surveillance hémodynamique continue habituelle, et elle va appeler le médecin anesthésiiste réanimateur si, par exemple, il y a une fréquence cardiaque supérieure à 120, un index cardiaque supérieur à 2,2 s'il y a un monitorage PICO, qui est pas obligatoire, hein, ce sera selon, et ou s'il y a une noradrée qui augmente à supérieur à 0,5 gamma km/minute. Et puis, bien sûr, s'il y a une hypotension artérielle, un passage en AFA, elle se rend compte tout d'un coup que les marbrures ont beaucoup augmenté, mais c'était pas toutes les 6 heures, mais elle le voit, et à ce moment-là, elle nous contacte. Et puis, il y a cette surveillance hémodynamique, clinique et biologique qui on va dire, qui s'ajoute à la surveillance habituelle qu'on aurait, parce que la première partie, c'est un peu ce qu'on aurait fait habituellement. C'est du coup des gaz du sang artériel et veineux et lactate artériel toutes les 6 heures. Et puis, donc la mesure du TRC du lactate. Et en gros, on dit qu'il y a une hypoperfusion si on a ces critères. Donc, il faut en avoir au moins 2 sur les 4. Un lactate supérieur à 2, une SCVO2 inférieure à 60, un TRC supérieur à 3 secondes et un score de marbrure supérieur à 2. Donc ça veut dire que par exemple, Un score de quoi? un score de marbrure. Ah oui. Donc parce que parfois on a des gens. Un peu, en gros, 2, 1 c'est juste le début de la rotule, 2 c'est à peu près l'ensemble du genou, et c'est dès que c'est au-dessus. Ah, il y a Donc, 3 stades. Il y a 4 5 stades ouais. normalement jusqu'à toute la journée. Je vais vous le montrer, on l'a après. On l'a mis en visuel. D'accord. Et c'est pareil, on aura des petites fiches imprimées avec le score de marbrure, donc pour les infirmières pour s'y Mais référer. attends, tu sais que là, elles sont débordées, qu'elles ont 3 malades. Et Ouais, que- mais alors on en a un peu discuté avec elle, et justement, en fait, il y en a beaucoup qui trouvent que la gestion des pertes, elle trouve que c'est compliqué, parce que en fait, il y a des infirmiers qui adaptent les pertes tout seuls, il y en a qui le font pas, il y en a qui, enfin voilà, des fois ils ont l'impression qu'on a réglé des pertes à 200, puis qu'on est parti et qu'on a laissé le patient comme ça, et puis tout d'un coup il a fait une hypotension, elle l'avait senti parce qu'elle voyait qu'il s'aggravait, puis il y avait rien qui avait été fait, et du coup elles sont plutôt assez demandeuses d'un protocole de gestion des pertes. Donc c'est celles-là à qui on en a parlé, alors peut-être elles étaient un peu biaisées, elles avaient l'air emballées. Emballées. Parce que je sais pas si c'est dans leur décret de Je vais te compétence, montrer. tu vois, parce que maintenant elles veulent plus extuber les malades. Donc, L'idée c'est d'essayer de faire un truc qui soit enfin, c'est un peu le problème. Donc moi j'en ai parlé à Zaya, elle était assez d'accord, et les 2 ou 3 infirmières m'ont surpris en me disant oui, pas de souci pour qu'on le fasse. Et l'idée c'est que nous on s'occupe de régler la perte de poids, disons par 24 heures, qu'on s'occupe à restreindre nos apports à fond de ce qu'on peut, ouais. et puis ensuite de surveiller le moment où finalement on aura corrigé la surcharge pour arrêter de dépléter le patient. Et puis ensuite, l'idée c'est que l'algorithme il tourne avec une surveillance paramédicale qui nous alerte que si la surveillance elle est anormale par 6 heures, en gros, hein, en nous disant attention, là on a eu de lactate, il est passé à 3, le TRC il est allongé, est-ce qu'il ne faut pas réévaluer les pertes? Et dans ce cas-là, le médecin intervient et dit bon voilà, en faisant ce qu'il veut comme examen, hein, pour réévaluer la situation hémodynamique et dire oui, c'est un problème lié aux pertes, non, peut-être qu'il y a un sepsis en plus et qu'il faut juste bouger un peu la noradrée, bref, voilà.
Donc après donc la mesure du TRC on demandait là si c'était standardisé donc on leur fera une petite formation spécifique mais en gros l'idée c'est de le faire sur la première phalange on moyenne 3 mesures il faut que ce soit chronométré parce qu'il y en a qui forcément que le TRC on a envie de compter dans la tête ça va plus vite et il faut qu'il y ait une compression de la peau de 5 à 15 secondes et il faut que ça ait blanchi en fait quand on appuie avec un doigt, ça blanchit la partie initiale de l'ongle et il faut juste que ça blanchisse la partie initiale de l'ongle pour mesurer la force. On lâche, on chronomètre, on regarde combien de temps ça met à revenir à la couleur initiale et ça constitue le temps de recollation cutanée. On le fait 3 fois, on moyenne les 3 mesures et on le note dans le dossier médical. L'évaluation visuelle donc des marbrures, c'est ça. Donc vous avez effectivement donc c'est bien 5 stades avec 1 c'est en gros quelque chose de numulaire au niveau du genou, 2 c'est quand ça dépasse la rotule, enfin c'est la limite, ça dépasse pas la rotule, au-delà de la rotule c'est 3 et puis après quand ça monte à plus de mi-cuisse c'est 4 et 5 si ça dépasse la cuisse et que ça va dans l'aine. Et avec 2 exemples, ici un stade 2 qui est quasiment un stade 3 parce que là on a l'impression que c'est aussi un petit peu marbré mais on va dire ouais c'est un stade 2 c'est parce que ça reste sur le genou et là ici un stade 3 puisque ça remonte au milieu du genou. Donc ça c'est juste pour vous présenter où est-ce que seront en fait donc on va créer une ligne spécifique là sur ICA mais en attendant on n'a pas la ligne donc ça va être mis dans événements patients sur la surveillance de l'épuration extra-rénale. Donc elles pourront le renseigner et donc ça nous permet donc si vous voulez revoir par exemple pourquoi comment ont évolué je sais pas le TRC score de marbrure là dans les dernières heures, vous aurez ça pour le visualiser. Dans le truc ER, pas dans le Voilà. truc, Et nous, ça nous servira surtout que comme ça, c'est dans le dossier médical et donc on peut facilement le récupérer. Donc il y a pas de, c'est comme c'est des études sur données, il n'y a pas du tout de CRF à remplir, il n'y a rien à remplir. Nous, c'est juste, on aura identifié tous les patients qui ont été épurés, puis on pourra reprendre les données parce que toutes les données apparaîtront en fait dans le dossier médical. Et elles pourront passer à 150, à 250 en fonction de ça. Non. Non. Non, en fait, nous, on aura prescrit les pertes initialement parce qu'il sera dans les critères. Elles auront surveillé ça et là, elles vont nous appeler en nous disant est-ce que j'arrête les pertes puisque là, le protocole prévoit de les arrêter. Et là, tu dis oui, effectivement, on va arrêter 6 heures et on réévalue. Ou attends, je vais même en plus lui faire une écho, lui faire des émocs et traiter son sepsis ou je sais pas. Enfin, et après tout le reste. Elles alertent, quoi, si ça va. Elles alertent et après, il faut juste suivre le protocole, c'est-à-dire qu'en fait. Après on le fait de concert, mais on n'est plus dans les clous, donc on doit arrêter les pertes. Est-ce que tu es bien d'accord? Oui, on arrête les pertes et puis on revoit dans 6 heures. Voilà, donc conclusion, c'est une étude prospective sur données, c'est l'évaluation d'un protocole de service, c'est un protocole qui est basé sur l'évaluation de la perfusion tissulaire pour la tolérance, et le but, je réinsiste sur l'euvolémie, c'est-à-dire que on a parfois des débats le matin. Est-ce que le patient est sec? Donc, pour dire qu'il est sec, donc on avait dit la définition. Donc c'est absence d'œdème, retour à un poids antérieur au poids initial, inférieur au poids initial, et puis une PVC inférieure à 5. Vraiment les œdèmes, il faut vraiment aller les chercher dans les lombes et de ça. Si on voit ça prend un peu le godet et de ça, faut vraiment aller les chercher parce que sinon on va se retrouver avec des patients qui sont pas secs et du coup ça va fausser le truc. Ouais, mais c'est que le poids qui intervient, justement. C'est les 3 trucs, il faut les 3. L'association des 3 critères. Faut donc, un poids qui patient soit inférieur au guéri, poids initial si mais tu pas veux. qui soit- Non, c'est 3, il faut les 3. Et. End. Pour en revenir à la barycétrie, si on ne la calcule pas, tu as quand même des patients qui ont des antibiotiques. Tu vois, dans 250 cc, c'est pas les mêmes que ceux qui ont pas Je d'antibiotiques. suis d'accord. C'est vrai que c'est. Donc il y a facilement un lit de différence. Hein. Et Pas ben, 500 par jour, le facile. problème, c'est que là, on a essayé de faire un truc, de voir avec un protocole très simplifié comme ça, parce que sinon, le vrai souci, c'est que tous les matins, il faut se mettre au lit du patient, calculer correctement les Ah oui. entrées, les sorties, la durée, les drains, etc. Ils ont Puis dit, ensuite, faire les calculs, qu'est-ce que je mets en plus pour avoir une telle différence, et ça, ça complexifie beaucoup les choses. bah oui, mais ça Et c'est normalement, Ika le donne, mais si les filles remplissent tout ce Ika le donne, les antibiotiques. Ika le donne, mais par exemple, rien que la problématique de toi, tu vas avoir tu vas avoir la balance entrée, en fait, tu vas avoir la balance entrée-sortie de la veille. Donc ensuite, tu vas prescrire des trucs. En fonction de ce que tu prescris, il va falloir l'adapter. Sauf qu'il n'y aura pas forcément les mêmes pertes dans les drains, dans la gastrique, donc ça veut dire qu'il faudrait réévaluer une deuxième fois dans la journée. Oui. C'est-à-dire autour du soir, revenir à 18h, puis dire ah bah non, il a pris un ringère en plus, ou on a modifié les antibiotiques, donc il faut augmenter les pertes. Tout ça, ça génère beaucoup plus de travail. Donc pour le moment, on s'est dit déjà, si on fait 2,
en essayant d'être restrictif sur les apports. Et puis tant pis, il y a des gens qui auront peut-être un peu plus que d'autres, hein, ça c'est sûr. Et Après, je pense qu'on va quand même créer de la différence. Pour quelqu'un de 70 kilos, ça correspond à 3400 millilitres de perte par 24 heures. Donc ça laisse quand même un peu de place pour avoir un bilan liquidien négatif parce que je veux dire, même si on est à 3 litres d'apport, on lui fait perdre 400 millilitres par jour, donc ça va, mais la plupart de nos patients, ils sont quand même plutôt, on va dire, entre 1,5 litre et 2,5 litres d'apport, quoi. Donc normalement, ça devrait quand même générer un bilan liquidien négatif pour l'énorme majorité des patients. Là, du coup, alors l'idée c'est de suivre. Bon, là, de toute façon, c'est vraiment un protocole. Donc là, c'est vraiment un protocole sur les pertes. Donc là, vous faites ce que vous voulez derrière. L'idée, c'est quand même de suivre les recommandations. Normalement, on fait pas perte sur la dialyse plus l'azilix. C'est soit tu dialyses, tu mets pas de l'azilix, et quand tu arrêtes la dialyse, là, tu réintroduis de l'azilix. Ça, c'est les recos sur le Cadigo Mais tu vois, il y a des patients congestifs, on fait les deux. C'est pas recommandé. Après, nous, on peut pas faire. Enfin, là, vous me demandez. Là, nous. Ils se remettront à pisser spontanément à la limite quand tu les décongestionneras, même si tu fais pas de l'azilix. Ouais, ça. En gros, l'idée, c'est le protocole, il prévoit que le protocole. C'est dire si vous voulez pas mettre d'antibiotiques dans le choc septique, si vous voulez faire des trucs. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Non, en gros, on va pas changer toute la pratique. C'est-à-dire que chacun fait comme il veut sur le reste. Mais l'idée, c'est quand même plutôt de ne pas mettre de diurétique quand vous avez un truc, parce que ça correspond aux recommandations. Oui, parce que c'est vrai qu'il arrive qu'on mette 0 perte sur la dialyse et qu'on Ça arrive s'ils ont beaucoup de nord après. fasse perdre avec le l'azilix. Ouais, mais c'est il y a des critères pour la ça dans le protocole. C'est pas. Après, pour de vrai, après, je pense que si vous voulez le faire, faites-le parce que ça représente, en fait, ça représente quand même peu de patients finalement. Ils peuvent pas obligatoirement Comment ? Oui, moi je pense que c'est mieux de pas le faire. Alors il n'y en a pas tant, il y en a pas beaucoup. Et puis l'autre chose, c'est de se dire qu'au fur et à mesure où on va les dépléter, et ben normalement, si tu as des pertes sur la dialyse, souvent la diurèse elle se casse. Ouais. Et les gens qui ont 1 litre de diurèse Donc, résiduelle, tu leur mets des pertes de ça, beaucoup. Quelques-uns, ils ont Voilà. plus de. En Et est-ce disant qu'on peut baisser à 100 ou non, c'est 200 ou 0? Eh ben, l'idée c'est que, en gros, quand il y a Et une puis, anomalie, c'est il y a le médecin qui est contacté pour voir ce qu'il faut faire, et après, c'est un peu libre à vous. C'est-à-dire, si vous arrivez et que oui, il y a une anomalie de perfusion tissulaire, mais que vous pensez que c'est peut-être que le patient est encore en hypervolémie, qu'il n'est pas précharge dépendant et que vous voulez poursuivre les pertes, vous pouvez les poursuivre. L'idée c'est juste, s'il y a une hypoperfusion, ça alerte, on va voir, est-ce que c'est pas de l'hypovolémie, et dans ce cas-là, on fait ce qu'il faut, et si c'est en rapport avec ça, et ben oui, on suspend les pertes et on les reprendra. Ça peut être aussi que le patient est arrivé à son poids sec, par exemple, et là on réévalue, on voit que la PVC est inférieure à 5, qu'en fait ça fait 3 jours qu'il est en dessous de son poids initial, et qu'en fait en le réexaminant il n'a pas tant de NEM que ça, et alors là on peut remettre les pertes qui correspondent aux apports entre 0,5 et 1 ml/h. Juste sur le plan diagnostic, s'il y a des signes d'hypoperfusion, on n'a pas le droit de démarrer. Ouais, c'est ça. Alors, mais les signes d'hypoperfusion, ils sont assez larges parce que il faut que tu aies 2 parmi les 4. Donc, ça veut dire que si tu as un lactate à 5, mais que tu as un TRC normal, une SVO2 normale et un score de marbrure à 0, enfin à 1, tu as le droit de commencer les pertes. Mais un mauvais lactate, mais si par exemple tu as 4 de TRC et 3 de lactate, ben là tu fais pas de pertes. Mais tu fais des pertes. Enfin, si tu as envie, tu fais des pertes, mais hors protocole. Voilà. Après, pour revenir là-dessus, nous, là-dessus, parce que la question qu'on nous pose souvent, c'est le patient qui arrive en choc cardiogénique sur une IVD, qui a 4 de lactate, qui a 0,7 de noradre, etc. Ça, c'est un protocole qui normalement intervient dans une phase de déressuscitation, c'est-à-dire le patient a été stabilisé, il a sa surcharge, ça va mieux, et dans ce cas-là, bim, on met des pertes. Et c'est pas un protocole qui est censé s'appliquer aux patients qui arrivent en choc cardiogénique instable, et on le déplète au rythme du protocole. Là, mais bon, après, c'est vrai que l'expérience, quand même, c'est que ces patients qui sont en grande défaillance ventriculaire droite et en bas débit, souvent, parce qu'on se dit, il faut les dépléter, mais souvent, quand on les déplète, quand ils sont aussi en bas débit, ça se passe plutôt très mal. Et c'est plutôt les défaillances ventriculaires droite congestives, mais normaux débit, donc qui hypoperfusent moins, qui vont bénéficier de la déplétion. Donc ça correspond aussi un peu au protocole. C'est-à-dire si on suivait le protocole, je pense qu'on serait pas loin de ce qu'on fait en pratique. C'est-à-dire que quand un mec arrive avec je sais pas, une PVC à 20 mais qui a 1 litre d'index cardiaque et qui a un TRC à 4 et un lactate à 5, souvent quand tu le déplètes, il s'aggrave encore plus. Enfin, c'est rare qu'on l'améliore énormément dans ces cas-là. Donc c'est-à-dire que même si on reste vraiment collé au protocole, je pense que ça correspondra à ce qu'on fait.
Et puis juste, c'est pareil pour le patient instable, finalement, même si vous voulez utiliser ce protocole-là chez le patient instable, c'est des pertes qui sont assez raisonnables. Mais en gros, vous faites perdre au patient entre 2 et 3 kilos par jour avec les pertes insensibles et tout. Ça veut dire qu'à 3 jours de perte, il est entre 8 et 10 kilos de perte de poids. Et finalement, chez les patients instables, c'est bien toléré. Et ça paraît quand même une déplétion efficace. Et franchement, en 3-4 jours, on a des patients qui perdent 10-15 kilos. Et c'est quand même largement assez en général, même chez des patients qui sont très en surcharge. Et après le truc aussi, donc là, c'est en partie dans le protocole, c'est donc on essaie donc une fois qu'il est sur son poids sec, l'idée c'est de le maintenir à poids constant. Donc là, nous on a prévu entre 0,5 et 1 mKh adapté, on va dire, au bilan entrée-sortie, donc c'est là où ça peut rentrer en compte. Mais c'est pareil, après une fois qu'il est plus dialysé, l'idée c'est aussi pendant la période de faire bien attention à ça pour voir si parce que nous ce qu'on va surtout regarder là dans cette étude, c'est la capacité à dépléter les gens et à que ce soit bien toléré. Mais forcément on aura envie de regarder aussi les critères de jugement secondaires comme le délai d'extubation, les choses comme ça. Et donc si on peut rester, on va dire, vigilant à maintenir une balance nulle sur tous ces jours, ça permettra peut-être de faire sortir d'autres critères. Et si tu as des critères là, qui augmentent au moment où tu fais perdre ton patient, ça nous arrive régulièrement, tu vois, elle double la noradrée, tu arrêtes les pertes, c'est pas suffisant, la noradrée continue de monter et tu le remplis, ça c'est prévu dans le... Non, ça c'est comme vous voulez. C'est-à-dire à partir du moment où vous arrêtez les pertes, vous faites ce que vous voulez. Vous faites une écho, une ETO, un lever de jambe passif, vous mesurez tout ce que vous voulez. Vous faites je sais pas, faut monter la dobu, faire du remplissage. Après c'est vous qui gérez, c'est pas pris en charge par le protocole. Donc le protocole, il peut durer 24 heures comme 3 jours. Ou 6 jours. Enfin, Il dure pas longtemps. Ouais, théoriquement, il dure la durée de l'opération extra-rénale. En fait, des gens La qui sont durée, dialysés en oui, mais continu c'est une très fois qu'elle est Ouais, corrigée. c'est assez long, ouais. On essaie juste de rester sur un mois. Pendant un mois, il faut juste refaire attention que après le prolongement il sera à son poids sec et à ce moment-là, il faudra juste revérifier que tu fais perdre ce que tu lui apportes, quoi. S'il est anurique. Non, c'est si jamais le patient il se choque. Bah, Bah, clairement, on va pas. Le but, c'est qu'il choque. C'est pas grave. Hop, Ouais, c'est on ça, arrête parce que les c'est pour ça qu'on a mis un pertes, débit un sans tout petit peu plus protocole. élevé pour arriver, on va dire, parce qu'en fait, il y a quand même des données dans la littérature qui disent au-delà de 1,75 mK du FNET, il y a une surmortalité. Donc on voulait pas non plus être trop loin de ce truc-là. Tu vois, ça veut dire que tu Mais peux c'est pareil, commencer à changement de 0,4, plaque, ça veut dire qu'il faut rebrancher tout de suite. Faut pas qu'elle le... Oui, après ce sera la pratique habituelle parce qu'il faut que là l'idée c'est aussi de voir comment c'est faisable, est-ce que ça marche. Si rien ne marche, on dira ok, c'est pas la bonne stratégie. Mais... Et juste, j'ai l'impression que le protocole il est plus strict, enfin il est plus déplétif, moins déplétif, ou juste déplétif autrement par rapport à ce qu'on fait. C'est difficile à dire. Martin est persuadé qu'il est plus déplétif. Moi, je sais pas, mais le truc, c'est que je pense que si on le suit, le fait de le suivre toutes les 6 heures, c'est de réévaluer, ou dans les week-ends, dans les jours fériés, dans les trucs. Je pense qu'au total, ils seront plus déplétés parce que nous, notre pratique, c'est parfois on met des pertes élevées, mais qui vont être parfois arrêtées très vite sur une mauvaise tolérance. Et là, après la remise à la déplétion, parfois, elle va attendre beaucoup plus que 6 heures. Des fois, pendant 2 jours, à la relève, on va dire ouais non mais on a essayé de faire des pertes, c'était intoléré. Et du coup, ils vont peut-être pas être déplétés. Donc ça arrive qu'on ait des patients où on fasse plus des à-coups, c'est-à-dire donc c'est là où ce sera peut-être un peu différent aussi. Parce que là, C'est d'ailleurs. c'est suspendu, et c'est suspendu que 6 heures de temps. Oui. Ouais. Et après, si on revient dans des chiffres Voilà. normaux... Si après tu as de nouveau un TRC inférieur à 3 secondes, un truc, on repart. Et donc, quand même, on aura la surveillance infirmière toutes les 6 heures, qu'elles connaîtront le truc. Aussi, je pense que les infirmières seront motrices là-dedans. Elles te diront, ah bah là, de nouveau, on a un TRC machin, est-ce que je reprends les pertes? Oui, si on suit le protocole, on reprend les pertes. Du protocole complètement. Non, Il il sort et il est rentre, réévalué à H+6. Ah si, c'est là, il peut Voilà. retourner dans... Ouais, c'est une boucle. Le protocole, c'est une boucle. Hein. Mais c'est peut-être intéressant de faire ça, justement. Mais je pense que ça va aussi nous servir d'être... Justement, des bêtes trop, tu vois. Combien de C'est bien patients qu'il y ait une il y a, tu vois, on en a surveillance eu de un ensemble il y a pas longtemps où justement la noradrée est montée au-delà de 0,5 et ça a été maintenu. Voilà, et l'infirmière n'avait rien fait. C'est ça, ouais. Avec ce protocole-là, C'est ça. Là, on aura peut-être. Ils vont être moins déplétés, ils sont peut-être juste mieux déplétés, pas plus. Voilà. Ou il y C'est a ces une vidéos. hypotension, tu sais, il y a une hypotension, on est à 0,1 de noradrée, j'ai arrêté les pertes et toi tu te réveilles le lendemain matin et les pertes, oui j'ai arrêté les pertes parce que j'ai pris la noradrée ou parce que je suis passé de 0,1 à 0,2 de noradrée. Ouais. Ça va permettre d'essayer de faire déjà dans le screening d'être plus systématique parce que les gens à plus 5% ça va vite, ça va être plus de 3-4 kilos par rapport au poids qu'on estime le poids de base et bim, on le met directement dans le truc déplétion et puis ensuite ça va permettre
de le faire tous les jours et plus régulièrement. Et c'est sûr qu'en termes de surveillance, nous on a aussi pareil. Enfin, c'est vrai que je pense qu'il est très sécuritaire dans le sens où c'est des débits qui sont plutôt, en fait, en débit max, on n'ira jamais à des doses très élevées comme des fois on fait à les mettre à 500, 400 millilitres/heure. Donc c'est plutôt sécurisé là parce qu'on a des trucs qui sont plus bas, mais je pense avec une constance, du coup ils l'auront beaucoup plus souvent. Et après c'est quand même, on est très surveillé sur la perfusion tissulaire parce qu'il y a des gens, c'est une époque où souvent on fait plus de lactate, parfois ils ont le drap sur le truc et c'est des patients où parfois ils sont déplétés, je sais pas, à 500 millilitres/heure. Et puis avant qu'ils fassent l'hypotension, s'ils sont réveillés, qu'ils n'ont pas de propofol ou choses comme ça, eux ils vont compenser et des fois on soulève le drap, ils sont tout marbrés de la tête aux pieds et en fait on dose un lactate, il est à 5 et en fait ça faisait 3 jours qu'on l'avait pas dosé, qu'on le déplétait comme ça à fond. Donc je pense qu'on aura aussi une meilleure surveillance et peut-être on va faire moins d'hypoperfusion tissulaire aussi avec ça. Et juste la reprise de la dépression, elle est déclenchée par l'infirmière? Elle peut être, ouais, théoriquement c'est l'infirmière qui va nous dire 6 heures plus tard, elle réévalue, elle te redemande est-ce que tu prends les pertes. Donc à 3 heures du matin c'est un appel. Elle est déclenchée par l'infirmière mais sur validation médicale. Ouais. L'idée même, c'est parce que moi je pensais que les gazométries et tout, on allait être obligé de les surveiller. En discutant avec Zaya, elle m'a dit non. La petite subtilité, ça va être en fait qu'on va essayer de faire remonter SVO2 lactate et puis le PRC, le score de marbrure, dans la feuille de surveillance de dialyse, qui n'est pas forcément hyper facile pour nous. Mais du coup, ça oblige l'infirmière à chaque fois qu'elle fait son tour de dialyse à rentrer son tour de surveillance. Et si dans le tour de surveillance il y a ces paramètres-là, eh ben, à les regarder. Et du coup, on va essayer de faire en sorte que ce soit les infirmières qui nous alertent. Après, dans la journée, ça ne nous empêche pas de regarder, hein, mais que ce soit les infirmières qui nous alertent. Les SVE2 et tout, eux, ils ont, dans leur protocole de dialyse, ils ont par exemple, quand c'est du calcium citrate, voilà. Ils ont le calcium ménisé qui remonte, ouais. Tout seul dans la feuille, donc est-ce qu'on ne peut pas faire ça pareil avec... C'est ce qu'on va essayer de faire là, mais sauf qu'il faut un mois pour que, entre le moment où on fait la demande et le moment où on a les lignes qui sont modifiées dans l'ICCA, donc forcément au début il y aura un peu des variables d'ajustement, et c'est pour ça qu'on va utiliser juste la case là qu'on vous a montré. Après, nous je pense qu'on ne va pas inclure, enfin, il ne va pas y avoir 50 patients par mois qui vont être dans ce protocole non plus. Donc on va essayer d'être pas mal dans votre dos pour essayer de faire en sorte que ça tourne bien, notamment au début, et puis le temps que tout se mette en route. Derrière nous ou dans votre dos? Comme tu veux, derrière toi. Derrière toi si tu veux. Oui, on va leur présenter un truc spécifique pour elle, mais à peu près. Et les patients sous écho, ils sont inclus? Au départ, on ne voulait pas, puis je pense qu'on va les mettre. Parce ouais, qu'il y a pas de raison qu'ils ne bénéficient pas. Non, et puis le plus simple, c'est qu'on fasse tous les patients, comme ça augmente aussi l'expérience des infirmières, des médecins, qu'on les déplète tous comme ça, quoi. Parce que en gros, c'est un protocole qui correspond, on va dire, à ce. Il y a un petit truc sur justement, est-ce que les coûts tournent du compte? Parce que du coup, votre c'est vrai qu'il n'y a pas un truc sur les coûts. Il n'y a pas de critère sur les coûts, parce que du coup, ça va se ressentir sur les coûts. S'il est trop déplété, c'est sur les coûts, ça va se ressentir pas sur des calculations. Ouais. C'est vrai. Juste, s'ils sont inclus, on peut mettre une condition. Les inclus à des lectures rapides, ça va pas. C'est quoi? Non, mais tu les inclus et après, si ça marche pas, tu les enlèves. Ça ne tourne pas. Hein. Donc on peut retomber sur le pied comme ça, mais non, mais peut-être on peut mettre une petite phrase pour les patients qui sont sous assistance. Mais c'est ça. Je pense qu'après, si tu prends tous les autres critères, ça corrigera quand même. C'est-à-dire que c'est peu probable, à mon avis, que tu aies un patient. Avec une ECMO qui ne tourne pas, qui est moins de 0,5 gamma km de nord. Ouais, voilà, et qui soit pas lactine, pas marbré, pas inter, c'est normal. C'est là, c'est la question pourquoi il y a une ECMO spatiale. Ok.